92% des bijoux et des montres sont dans les coffres-forts. 80% de nos vêtements et de nos sacs à main sont dans nos dressings et ne sont pas portés. Donc effectivement, le luxe pre-loved, pre-owned, c'est du luxe de deuxième main, certifié comme étant vrai, ayant appartenu à quelqu'un d'autre, remis sur le marché et qui ne demande qu'à revivre et qu'à porter de nouvelles histoires. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec Fabienne Lupeaud, la fondatrice de Reluxury, le salon du pré-love, bien sûr. Bonjour Fabienne. Bonjour Anne. Quel est votre plus joli souvenir de bijoux ? Oh là là, je suis absolument fan de bijoux. J'adore la joaillerie, tout ce qui brille. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que pendant des années, quand j'étais à la tête du Salon international de la haute horlogerie, j'avais la chance de me prêter des bijoux somptueux parce que j'étais en représentation, j'avais des interviews, j'étais visible dans la presse, on faisait des photos de moi, etc. Et la maison Van Cleef & Arpels me prêtait des bijoux absolument incroyables. Et ce qui était terrible, c'est que je devais les rendre à la fin de chaque salon. Mais j'ai développé du coup une grande admiration et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est absolument magnifique ce qu'ils font. D'abord, l'équipe est formidable. Ils ont un talent incroyable. En joaillerie, bien sûr. En haute horlogerie aussi. C'est d'une poésie, d'une technicité. Donc, ils ont des savoir-faire, des métiers d'art. En même temps, je dois dire que j'aime beaucoup Cartier aussi. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir côtoyer en plus ces grandes maisons, les créateurs, les designers, les maîtres horlogers qui sont derrière ces deux belles maisons. J'ai un special thanks à Van Cleef & Arpels qui m'a toujours prêté des magnifiques bijoux et dont j'ai été ambassadrice. Donc, je suis très flattée quand même pendant les 15 dernières années du Salon de la haute horlogerie. D'ailleurs, les auditeurs ne peuvent pas le voir puisque c'est l'oral, mais vous portez des Alhambra. Exactement. J'ai eu la chance de pouvoir me payer quelques bijoux, mais les bijoux que me prêtait Van Cleef & Arpels étaient bien plus impressionnants et bien plus beaux. J'aurais adoré ça aussi, d'ailleurs. Ouais, j'avais beaucoup de chance. Franchement, c'est un privilège. Justement, ce salon Reluxury, c'est la première édition ou pas ? C'est la deuxième édition. En fait, nous avons fait une première édition à Genève en novembre 2022 et nous avons fait une deuxième édition à Paris en novembre 2024 au Carrousel du Louvre. Alors, ce salon, son concept, il est un peu particulier parce qu'il y a des bijoux, il y a des montres, il y a des meubles, il y a des vêtements. C'est quoi le concept ? Reluxury, c'est le reluxe, c'est-à-dire le luxe encore ou le nouveau luxe. J'ai passé 22 ans de ma vie dans l'industrie du luxe, à organiser de grands événements à Genève et dans le monde. Et ce qui m'a frappée dans le luxe, c'est qu'effectivement, ce qui est important, c'est vraiment les valeurs intrinsèques du luxe, qui sont la qualité, la réparabilité, la transmission. Et s'il y a une industrie qui doit être exemplaire dans la circularité, c'est bien le luxe. Voilà, pour moi, c'était important de montrer que le luxe, à partir du moment où on parle de qualité, de produits avec des designs, on va dire, originaux et durables, eh bien, ce sont des produits qui savent se réinventer, qui peuvent avoir plusieurs vies, plusieurs propriétaires. Et donc, vraiment, l'idée, c'était de montrer la deuxième vie, la Xème vie des objets de luxe. Donc, dans l'horlogerie, la joaillerie, mais également la mode et les accessoires. C'est pour ça qu'au sein de ce salon, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est le coin de l'artiste.
Alors, Kevin Germanier, c'est un peu l'enfant chéri de la mode aujourd'hui. C'est un designer suisse et qui fait quelque part de la haute couture ou de la mode, haut de gamme à partir de déchets ou de chutes et donc c'est vraiment le champion de la circularité. Il a une notoriété grandissante parce que c'est lui qui a fait les costumes de la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris et il a fait le premier fashion show en fait, circulaire, avec l'aide d'ailleurs de LVMH. Et donc, on a beaucoup de chance parce qu'il a accepté d'être présent à Reluxury pour montrer qu'aujourd'hui, à partir de choses déjà produites, de chutes, de tissus, d'objets, il est capable de recréer des créations uniques, spectaculaires et qui défilent. Donc, on est capable de créer vraiment du luxe et du haut de gamme à partir de chutes, de tissus ou d'objets. Il y a des bandes magnétiques. Enfin, voilà, il a vraiment une créativité immense et un talent fou. C'est vraiment la dernière signature, c'est-à-dire que quand un secteur s'épanouit, quand il est repris par les artistes, c'est comme une apogée, quoi, finalement. Et moi, je pensais que cette histoire de circularité, bien sûr, on en parle depuis un certain temps, mais je la sentais pas mûre comme ça. Elle est peut-être pas mûre pour les gens de notre génération, excusez-moi Anne, mais en tout cas, Chut. moi je suis maman de millennials, elle est clairement mûre pour cette génération-là. Et aujourd'hui, moi mes enfants me disent mais c'est complètement ringard d'acheter neuf, c'est quelque chose de complètement intégré. Ils savent qu'ils ont une responsabilité pour préserver notre planète et qu'aujourd'hui on doit consommer différemment. Je dis pas qu'on doit consommer moins, mais on doit consommer mieux. Et consommer mieux, c'est voilà, c'est peut-être acheter de la deuxième main, acheter du recycling, acheter de l'upcycling. Alors, il faut pas pour autant que ces grandes maisons du luxe se privent de nouvelles créations, parce que ces nouvelles créations sont les icônes de demain. Donc, évidemment que la création, les nouvelles collections, c'est primordial. Mais peut-être aujourd'hui, il y a aussi une manière de faire vivre cette tendance du revival, du vintage, de ces produits iconiques qui aujourd'hui revivent à travers effectivement le travail et le talent des créatifs et des designers des grandes maisons du luxe. Concrètement, comment on fait pour être, je veux dire, adoubé circulaire? Parce que si on est un créateur, il faut obligatoirement qu'on prenne une matière recyclée. C'est bien la seconde main, mais et les créateurs? Qu'est-ce qu'ils deviennent les créateurs? Bah, c'est vrai que la circularité, c'est effectivement déjà le sourcing des matières. Par exemple, là, nous avons une start-up qui s'appelle MycoWorks qui fait des cuirs à partir de champignons. Donc aujourd'hui, vous avez donc toute une industrie, tout un écosystème, tout plein de start-up qui travaillent à réfléchir à des nouveaux matériaux, qui inventent des nouveaux matériaux. Dans la joaillerie, bien sûr, il y a l'or recyclé, il y a les pierres anciennes. Plutôt que d'aller encore creuser notre terre, nous avons des tonnes de bijoux qui dorment dans les coffres-forts des uns et des autres et qui ne demandent qu'à avoir une deuxième vie. Donc ces pierres demandent qu'à être remontées, à être remises dans le circuit. Elles ont en plus des histoires. Aujourd'hui, il y a des bijoux magnifiques qui ont des histoires incroyables et qui sont démontés pour recréer de nouveaux bijoux. Donc c'est ça la circularité. Arrêter quelque part de produire ou d'abîmer Dame Nature en creusant encore peut-être notre terre et utiliser cette matière qui a déjà été produite, qui a déjà été créée pour la réinventer et lui donner une deuxième vie. Donc c'est le cas pour les pierres, c'est le cas pour l'or, c'est le cas pour des tissus. Il y a des startups, des initiatives qui récupèrent des tissus, des vêtements, qui les démontent, qui les décousent et qui en font des nouvelles matières pour créer de nouveaux objets. Donc il y a vraiment toute une économie et tout un écosystème qui voit le jour. Et c'est vrai que ces créateurs aujourd'hui, ils ont ces matières pour justement travailler. Et Kevin Germanier en est vraiment l'illustration. Il réinvente des nouvelles créations à partir de matières déjà créées, si vous voulez. Donc la circularité, c'est ça. C'est pas de déchets, c'est la réinjection de ces matières qui ont été fabriquées pour créer de nouveaux objets qui eux-mêmes auront une durée de vie et qui vont être remis dans le circuit quelque part. C'est ça la circularité. Des nouvelles matières, des matières existantes, tout ça dans un but d'avoir une empreinte carbone moindre, d'abîmer moins notre nature et de consommer plus responsablement. Et comment on teste tout ça? Parce que si on fabrique des choses, on fabrique avec de l'énergie, on fabrique avec des produits, avec des machines. Je me fais l'avocat du diable, hein. Qu'est-ce qui nous garantit qu'en faisant ça, on va pas faire pire?
Alors, effectivement, c'est tout le débat autour de la voiture électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir des batteries au lithium, c'est plus écologique que les bilans carbone des voitures thermiques? Quand aujourd'hui, on dit on prend une pierre dans la terre, les diamants, ils ne se trouvent pas comme ça sous nos chaussures. C'est des trous immenses, hein, de plusieurs kilomètres, avec surtout aussi l'exploitation de ces mines. Parce que c'est pas que le bilan écologique, c'est le bilan humain. Si on prend cette thématique-là, par exemple, et c'est une thématique qui est très challengée, c'est aussi qu'on arrive aujourd'hui en laboratoire à créer des diamants qui sont des vrais diamants, d'accord? Parce que la formule du diamant, c'est du carbone et qu'aujourd'hui, c'est un vrai diamant physiquement, chimiquement, sauf qu'il n'a pas été trouvé dans la terre. On a reconstitué le processus de création de cette pierre dans un laboratoire et à la fin, on a une vraie pierre. Donc de dire que les diamants de synthèse sont des fausses pierres, c'est faux. Alors effectivement, ça a moins de valeur parce que, c'est pas la Terre qui a porté ce diamant des millénaires, pour être produite et on n'a pas, creusé la terre sur des kilomètres et on n'a pas, exploité des personnes pour aller les chercher et il y a pas tout ce processus parce que ça a été fait dans un laboratoire, mais ça n'en est quand même pas moins un vrai diamant, chimiquement et physiquement. Et aujourd'hui, c'est quand même une manière, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, ben, d'avoir peut-être une approche plus responsable de la production de la joaillerie. Alors ça veut dire que le luxe se sent à une mission de se mettre en premier comme exemplaire. Bah, bien sûr, c'est la partie, émergée de l'iceberg. Le luxe a toujours eu une valeur d'exemple. Le luxe est aspirationnel. On a tous envie de posséder ces objets de qualité, rares, singuliers, créatifs, enfin, qui sont des créations originales et c'est vrai que, bah, là encore, le luxe a valeur d'exemple. Parce que si c'est pas le luxe qui le fait, qui va le faire? Et d'ailleurs, moi, ce qui me choque parfois beaucoup, c'est de voir que la fast fashion, qui est quand même un des grands responsables aujourd'hui de cet état de surconsommation, de pollution, jusque sur les plages du Ghana, fait aujourd'hui des collections de deuxième main, alors que c'est totalement antinomique en fait, parce que la fast fashion, c'est ben j'achète, je consomme et je jette. Et c'est vraiment leur business model et leur modèle. Et aujourd'hui, même eux vont là-dedans. Alors que s'il y a bien une industrie qui doit être, à mon avis, exemplaire et qui doit être un leader dans cette démarche, c'est l'industrie du luxe. Parce que, encore une fois, c'est la qualité, c'est la réparabilité, c'est la transmission, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. Et c'est des choses qu'on garde. Moi, j'ai jamais vu personne jeter un sac Chanel. Ah bon? Sur les plages du Ghana, il y en a pas beaucoup. Et si on veut définir le luxe pre-love alors, par rapport à cet écosystème, qu'est-ce qu'il a de Alors, plus? le luxe pre-love, c'est la deuxième main, second hand en fait. Mais second hand, ça a un côté used, ça a un côté... donc, c'est pas très luxe. C'est que du vocabulaire, j'allais dire. Pre-loved, pre-owned, on dit pour les montres. Certified pre-owned, ça veut dire qu'elles ont appartenu à quelqu'un d'autre. Elles sont certifiées comme étant vraies, ayant appartenu à quelqu'un d'autre et qu'elles sont remises sur le marché. Donc, effectivement, le luxe pre-loved, pre-owned, c'est du luxe de deuxième main à qui on va donner une nouvelle vie. Mais je veux dire, quand on parle de montres vintage, de bijoux vintage, de bijoux anciens, c'est que du pre-loved, pre-owned. Les premiers acteurs du marché du pre-loved, pre-owned, c'est les maisons de vente aux enchères. 92% des bijoux et des montres sont dans les coffres forts. 80% de nos vêtements et de nos sacs à main sont dans nos dressings et ne sont pas portés. Et donc finalement, on a des stocks de marchandises, que ce soit des objets précieux ou des vêtements ou des accessoires qui sont dans nos dressings, dans nos coffres forts et qui ne demandent qu'à revivre et qu'à porter de nouvelles histoires. Et personnellement, vous, votre conviction par rapport à cette pré-love et cette circularité? Alors moi, ma conviction, c'est que d'abord, j'adore le luxe, j'adore les beaux objets, je suis très sensible. Et c'est vrai qu'on a eu pendant longtemps une espèce de course un peu à la nouveauté. Voilà, c'était ce côté ah, mais si t'as pas la dernière collection, t'es pas in, quoi. Et aujourd'hui, c'est juste l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que si tu as la dernière collection, bon. Ce qui est bien, au contraire, aujourd'hui, c'est de pouvoir se différencier, d'avoir l'objet que l'autre ne peut pas avoir. Pour avoir la dernière collection, il suffit d'aller dans une boutique et de l'acheter. Pour avoir une pièce vintage, il faut aller la chercher, il faut l'identifier,
il faut savoir. Donc c'est comme un peu un club d'initiés. C'est des nouveaux codes, hein, c'est des nouveaux statuts symboles, quoi. C'est-à-dire de dire: «Ah mais toi tu portes, une tenue Saint-Laurent vintage des années 70, de la collection», donc il y a tout un écosystème et toute une communauté, en fait, autour du vintage, de la deuxième main. C'est un peu les happy few qui savent, qui se reconnaissent entre eux et donc moi, aujourd'hui, je suis aussi un peu rentrée dans ce mouvement. Alors, je suis pas du tout une spécialiste des courants, on va dire. J'ai beaucoup de sensibilité, dans la mode, dans la joaillerie, dans les montres et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais plus me précipiter sur du neuf. Je vais d'abord, vraiment, être plutôt à la recherche de la pièce coup de cœur. Sur mon premier salon, j'ai acheté un sac Chanel que j'aurais probablement pas acheté en boutique ou que j'aurais pas eu les moyens de me payer. Mais là, ça a été un coup de cœur et je l'ai acheté, voilà. Et moi qui ai encore une fois des enfants millennials, c'est une tendance, on va dire, chez les jeunes de d'abord aller voir sur le marché de la deuxième main avant de considérer d'acheter du neuf. Ça, c'est clair. Et alors, justement, vous qui avez une grande carrière dans les salons, est-ce qu'il y a une tendance en pré-love, en reluxerie ou en autre chose dans les salons? Le format salon a été très challengé, notamment par la crise du Covid, où effectivement les grands rassemblements ont été annulés, tout simplement. Et donc, on a cru à un moment aussi que ces formats, on va dire, de grands rassemblements thématiques avaient fait leur temps et que peut-être on n'avait plus besoin de ces grands événements. Et en même temps, on se rend compte que nous sommes des animaux sociaux et on a besoin de se voir, de toucher les produits, de voir, de comprendre, surtout dans un salon, justement, de la deuxième vie et voilà, du pre-love, pre-own. Parce que c'est des objets qu'on a besoin de voir, de toucher, d'essayer. Le touch and feel, comme on dit, est primordial, notamment sur ce segment-là, parce que malheureusement, c'est parfois aussi un segment sur lequel il y a encore beaucoup de faux. Et donc, il y a un vrai problème de confiance des consommateurs et des clients qui ont besoin d'être rassurés, de voir le produit, de toucher et s'aventurent souvent très peu sur le digital par manque de confiance. Donc c'est pour ça que c'est important. Maintenant, je pense que les salons ont encore un grand avenir devant eux parce qu'on a toujours besoin de se voir, de se connaître, surtout sur ce type de produit. Et moi, quand je conçois un salon, je le conçois vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est non seulement un salon où on peut acheter, mais également amener ces objets pour les faire évaluer, pour les faire estimer et décider de les revendre. Parce que les exposants que nous avons sur eLuxury, parfois, sont des plateformes, ce sont des marchands, des retailers qui ont besoin aussi de sourcer des objets pour pouvoir les revendre. Parce que s'ils n'ont rien à vendre, ils n'ont pas de business. Donc, ils sont intéressés aussi à ce que vous ameniez vos objets, des montres, des bijoux, des sacs à main, de la mode, pour pouvoir, eux, les revendre. Donc, ça, c'est important. Ça va dans les deux sens. Je peux acheter, mais je peux aussi revendre. Et puis, pour moi, c'était important aussi d'amener cette dimension autour des artisans de la réparation et de la restauration. Car quand on achète un objet de deuxième main, on veut être capable de le réparer, de le restaurer, de le transformer, de le personnaliser. Et donc là, nous avons à Reluxury des artisans qui sont capables de redonner vie à votre sac Kelly, de fondre vos bijoux et de recréer des bijoux avec vous. Donc c'est vraiment cette idée de transformer, de réparer, d'upcycler, de recycler. Et enfin, une dimension importante qui est également les startups. Donc c'est tout cet écosystème qui aujourd'hui permet à ce business d'éclore, qui sont des solutions un peu plus B2B ou B2C, les passeports digitaux par exemple pour garantir l'authenticité des produits, mais également des startups comme Save Your Wardrobe par exemple, qui proposent des solutions de réparation pour les grandes maisons. C'est comme des partenaires business, d'accord? Ils sous-traitent une partie de cette activité. Donc voilà, donc à Reluxury, on trouve tout cet écosystème-là. Et puis enfin, des conférences sur toutes ces thématiques avec des speakers qui viennent parler. Donc là, sur Reluxury à Paris, nous avons plus de 30 conférences et une centaine de speakers, des institutions, des patrons de marques, des grandes maisons, des startups qui viennent expliquer justement aujourd'hui comment concrètement implémenter ce business de la deuxième vie dans les objets de luxe. Et le partenariat avec Barnes? Barnes a été une belle rencontre. Barnes, effectivement, 90%, 90% des biens de prestige qu'ils vendent, ce sont des objets qui ont été pre-loved, pre-owned, qui ont été prépossédés. Ce sont des chalets, des châteaux, des propriétés de maîtres, des vignobles. Et toutes ces propriétés ont eu des anciens propriétaires, ont été réparées, restaurées et ont été transmises. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a la même clientèle. Ce sont des gens qui aiment les beaux objets.
qui les transmettent. On partage les mêmes valeurs, la valorisation et la transmission du patrimoine. Et donc, on s'est dit tout naturellement, ça faisait du sens de s'associer. Reluxury avec la partie luxe, c'est-à-dire objets de luxe, montres, bijoux, mode, sac à main, et Barnes avec la partie immobilier. J'ai été saisie dans votre parcours par l'attention que vous portez aux jeunes, justement dans cette idée de transmission, puisque vous êtes au conseil académique de la HED, qui est donc la grande université d'art et de design de Genève, et vous êtes membre du bureau du GLION, qui est l'Institute of Higher Education. Vous nous en parlez ? Alors, effectivement, l'éducation, pour moi, c'est clé. C'est le président Jefferson qui disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et pour moi, c'est vraiment clé. Je pense que je suis un mentor et un professeur né. Donc, dès que, effectivement, ces grandes écoles, la Haute École d'Art et de Design, la HED à Genève, m'a proposé de faire partie du conseil académique, j'ai tout de suite dit oui, parce que je pense que c'est très, très important de soutenir ces écoles qui ont une démarche pour former les futurs créatifs, designers du monde de demain. Et puis, effectivement, GLION Institute for Higher Education, qui est vraiment une des grandes écoles hôtelière dans l'excellence du luxe en Suisse, m'a également demandé de rejoindre leur board. J'ai tout de suite dit oui aussi parce que c'est des choses auxquelles je crois beaucoup. Et d'ailleurs, sur Reluxury, nous avons également convié beaucoup d'écoles. Nous avons un partenariat avec Subdeluxe, mais également nous avons sollicité des élèves de l'ESSEC, de HEC, de Sciences Po, mais également des écoles comme les Gobelins, tous ceux qui vont faire le luxe et la créativité et la création de demain. Pour moi, c'est très important de les sensibiliser aussi à cette tendance pour laquelle ils sont déjà très sensibilisés, mais qu'ils embrassent complètement. Et c'est eux, les futurs managers, qui vont faire justement ce nouveau luxe, ce luxe de demain, celui qu'on présente à Reluxury. Et donc, on va leur souhaiter d'avoir un parcours comme le vôtre. Parce que, aujourd'hui, vous êtes la fondatrice de Luxpo, la cofondatrice de Reluxury. Vous êtes partenaire consultante Creative Lab Consulting. Vous êtes exécutif directeur de la fondation Michelangelo. Non, j'étais, excusez-moi, Bon, c'est mon ancien CV. Voilà, vous étiez exécutif directeur de la fondation Michelangelo, vous étiez chairwoman et CEO de la fondation de la haute horlogerie. Bon, est-ce qu'on continue ? Vous étiez non. Voilà, bref. Un parcours comme ça, c'est quand même un sacré parcours. Il paraît. Écoutez, moi, je ne me rends pas compte, c'est mon parcours, c'est ma vie. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai rencontré des gens formidables, des mentors, souvent des hommes d'ailleurs, qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait grandir. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'endorser aussi ce rôle de mentor pour accompagner des jeunes femmes, des jeunes hommes et pour les faire grandir, pour les faire évoluer. Oui, j'ai un joli parcours dans l'industrie du luxe, dans l'organisation de grands événements au niveau international. Et j'ai eu surtout beaucoup de chance de m'épanouir au milieu d'un univers que j'adore, avec effectivement des artistes, des artisans, des ingénieurs, enfin, des gens qui ont un talent fou et qui sont capables de créer des produits exceptionnels, qui ont des savoir-faire incroyables. Et moi, je suis juste là pour les mettre en lumière. Voilà, donc j'ai essayé de le faire le mieux possible. J'ai pas trop mal réussi, je crois, et je continue en tout cas. Entre la joaillerie, les montres, parce qu'il y avait aussi le salon qui est devenu Watch and Wonder, et les autres morceaux du luxe, quel est celui qui vous touche le plus ? Parmi les salons que j'ai réalisés, Oui. J'allais dire c'est le mien, c'est mon bébé, c'est Reluxury, c'est le petit dernier parce que c'est toute mon énergie, c'est tout ce que je sais faire, c'est tout mon temps, c'est l'aboutissement de toute mon expérience pour mettre ensemble des gens qui croient en mon projet et qui m'ont accompagnée. Donc évidemment, j'ai un petit faible pour mon petit dernier, Reluxury, qui est mon bébé. Mais quelque part, le Salon international de la haute horlogerie Watches and Wonders, Homo Faber de la Michelangelo Foundation, c'est certainement l'événement le plus beau que j'ai fait de ma vie. Parce que c'était donner de la visibilité à des artisans, des artistes, surtout des artisans qui sont souvent méconnus, qui ont des talents rares, certains en voie de disparition, et qu'on a tout à coup mis en lumière. Et c'était toujours très, 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 très émouvant de voir tous ces gens qui ont un talent fou. C'est des pépites qu'on a mis devant la scène. Ce sont des gens souvent d'une très grande humilité et c'était très touchant. Mais il y avait derrière le soutien aussi du groupe Richemont qui a aussi beaucoup œuvré pour que cet événement soit possible. Aujourd'hui, je fais ça toute seule. J'ai pas un grand groupe de luxe derrière moi, mais c'est un projet auquel je crois à 200%. Je suis totalement investie et je pense que c'est
clairement l'avenir du luxe. Quelle expérience pour vous a été la plus formatrice ? C'est très difficile de répondre à ces questions parce qu'en fait, l'expérience formatrice, on en a tous les jours. Mais c'est vrai que souvent, l'échec est certainement ce qui vous fait le plus grandir. Dans toutes ces expériences, est-ce que vous en avez retiré une conviction particulière et forte par rapport au luxe, par rapport au salon, puisque c'est vos deux domaines, peut-être par rapport à l'éducation et par rapport au fait d'être une femme aussi ? Le fait d'être une femme, on m'a souvent posé la question d'être une femme dans un monde d'hommes, parce que j'ai souvent évolué dans un univers, surtout de la haute horlogerie, qui est très masculin. Alors pour moi, ça n'a jamais été un problème. Au contraire, je dirais même que ça a été même un avantage, parce que j'avais la chance d'être entourée d'hommes et c'était génial. Je me suis jamais sentie différente ou pas considérée ou pas écoutée ou pas respectée parce que j'étais une femme. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est important de le dire. Je pense que c'est beaucoup propres croyances et ses propres limitations qui font penser que parce qu'on est une femme, on est moins capable. On a ce syndrome de l'imposteur. C'est totalement faux. Et quand vous l'avez pas, je l'ai pas. J'ai pas eu de problème, franchement. Pour moi, la conviction première, c'est vraiment d'être fidèle à soi-même. C'est-à-dire d'être droit dans ses bottes et de ne pas aller à gauche parce qu'on vous demande d'aller à gauche, de ne pas aller à droite parce qu'on vous demande d'aller à droite. Si vous pensez que c'est à gauche qu'il faut aller à gauche. Alors après, on a le droit de changer d'avis parce que les situations évoluent. Quelque chose qui était vrai un jour ne l'est pas forcément le lendemain. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être consistant et de pouvoir se regarder dans une glace et se dire ce que j'ai fait, agir en conscience et le faire pour le bien. Voilà, ça c'est clair. Aujourd'hui, quels sont vos projets et qu'est-ce qu'il faut qu'on vous souhaite ? Alors, il faut qu'on souhaite beaucoup de succès au salon Reluxury. J'espère que nous sommes au début d'un mouvement culturel, d'une vraie création d'une communauté, d'un écosystème qui aujourd'hui va nous faire parler du luxe différemment, d'un luxe de manière plus responsable, plus durable. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec la deuxième vie, c'est que ça fait passer la consommation pour de l'investissement. Et ça, c'est crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, de consommer maintenant, c'est un peu culpabilisant. Ça s'appelle le cop scam en suédois. Il y avait le flight scam qui était la honte de voler, de prendre l'avion. Le cop scam, c'est la honte de consommer. On est toujours un peu honteux d'acheter des trucs parce que, genre, on a les moyens de le faire alors qu'on ne devrait pas. C'est super culpabilisant aujourd'hui de consommer. Et il faut pas. Il faut pas. Sauf que justement, une des manières de consommer de manière plus décomplexée, moins culpabilisante, c'est d'acheter justement de la deuxième main, de la deuxième vie, de trouver quelque chose qui est unique. J'espère qu'on va arriver à porter ensemble ce projet, qu'on va embarquer, y compris les grandes maisons de luxe. J'ai besoin de leur soutien. Aujourd'hui, j'ai besoin que les grandes maisons de luxe rejoignent l'initiative et le mouvement culturel autour de Reluxury. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui aujourd'hui aimerait, comme vous, créer sa maison, créer des salons, marcher sur vos traces ? C'est tout simplement croire en ses rêves. C'est surtout ne pas écouter les gens qui vous découragent. Jamais. Jamais. Parce qu'il n'y a personne mieux que vous qui sait ce qui est bon pour vous. Voilà. C'est mon conseil ultime. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Fabienne pour cette interview. Merci Anne, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Brillante et en attendant, sur le podcast Le bijou comme un bisou, en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.